Environ 2 semaines ont passé, et on a de nouveau cru qu'on était tranquille quand, un matin, vers 8h, quelqu'un a tambouriné à notre porte. Papa est descendu en pantoufles pour voir qui c'était et a trouvé le facteur blanc comme un linge, pointant du doigt quelque chose sur le perron. C'était un bidon d'essence en plastique avec une boîte d'allumettes, et le bidon contenait vraiment de l'essence. C'était Trent. Il nous laissait un message clair. Partez parce que la prochaine fois je passe à l'acte. Je m'appelle Cathy. Je viens de Nouvelle-Angleterre et j'ai une histoire de mon enfance qui pourrait vous intéresser. C'était il y a presque 50 ans maintenant. Mon Dieu. À l'époque, j'avais juste 12 ans. Ma famille et moi avons déménagé de Providence, à Rhode Island, pour une petite ville appelée East Corinth, dans le Maine. Mon père dirigeait son entreprise de construction depuis avant ma naissance. Quand l'affaire a vraiment décollé, il a commencé à gagner pas mal d'argent. Et il nous a acheté une belle maison de 3 étages sur Main Street. Il disait qu'il l'avait fait pour que mon petit frère et moi soyons élevés dans un endroit avec des valeurs de petite ville, entre guillemets. Mais pour nous, c'était comme débarquer sur une autre planète. On passait de la grande ville de Providence à un bled avec un seul feu rouge, où la plus grande attraction était la société historique de Corinthe. Inutile de dire que mon frère et moi n'étions pas contents au début, et maman non plus. Mais après seulement quelques jours à Corinthe, on a commencé à vraiment apprécier l'endroit. La nourriture au restaurant du coin était fantastique. Il y avait des terrains de basket près de la maison, et le calme et le silence la nuit là-bas étaient incroyables. Tout le monde en ville était vraiment accueillant. Le pasteur local est passé le jour de notre arrivée. Nos nouveaux voisins ont laissé des paniers cadeaux, et quand le week-end est arrivé, 2 filles de la maison d'en face ont frappé à notre porte pour me demander si je voulais venir traîner avec elles. Elles s'appelaient Jenny et Joy, âgées de 14 et 12 ans. Et elles m'ont emmené au terrain de basket pour me montrer où les enfants du coin se retrouvaient le week-end. Il y avait le terrain de softball, les 2 terrains de basket, le court de tennis, et puis un grand mur d'arbres avec des bois derrière. Jenny et Joy disaient que les parents de tout le monde étaient d'accord pour qu'on traîne là, parce que tout le monde pouvait nous surveiller depuis la rue. Mais on ne devait jamais aller au-delà des bois. Et cette interdiction avait un nom. Trent Baxter. D'après Jenny et Joy, les Baxter habitaient les appartements de Manor Road, de l'autre côté des bois. Et Trent, 15 ans, était le plus gros tyran de tout le comté. Son père était en prison, paraît-il, et sa mère était une ivrogne. Le jeune Trent s'était tellement mal comporté à l'école qu'on l'avait viré du système scolaire vers ses 12 ans. Il se battait avec les autres gamins, balançait des chaises sur ses professeurs. Et une fois, disait-elle, il avait même essayé de noyer le hamster de compagnie de la classe en le jetant dans les toilettes. Heureusement, Trent savait qu'il valait mieux ne pas traîner dans notre rue ou près des terrains de basket, parce que chaque fois qu'il s'y risquait, le conseiller municipal le repérait depuis son bureau et menaçait d'appeler le shérif du comté. Du coup, Trent passait son temps à rôder dans les bois près des appartements de Manor Road, à poser des pièges à lapins et à allumer des feux. J'ai apprécié l'avertissement, mais comme Trent ne venait pas aux terrains et n'allait pas à l'école, je ne pensais pas qu'il serait un problème pour moi. J'avais tort, et pas qu'un peu. C'est lors de notre première rencontre que Jenny et Joy m'ont donné leur avertissement général sur les Baxter. Puis le vendredi suivant, elles ont traversé la rue
et m'ont demandé si je voulais venir traîner avec elles et d'autres gamins au terrain de basket. Et là, j'ai eu mon deuxième avertissement, plus précis, sur Trent. Sur place, un gamin nommé Stevie m'a dit que quand Trent avait appris qu'une nouvelle famille s'était installée en ville, il était devenu furieux. Stevie habitait aussi aux appartements de Manor Road, mais contrairement à Trent, ce n'était pas un délinquant qui cassait, brûlait ou volait tout ce qui n'était pas cloué au sol. Il venait traîner le vendredi et le samedi soir, souvent avec des histoires sur les frasques de Trent aux appartements. D'après Stevie, Trent s'en prenait à un vieux veuf du rez-de-chaussée, tambouriné fort à sa porte parce qu'il savait que le type avait des problèmes cardiaques. Il visait aussi les chats et chiens des voisins, et il y avait une rumeur qu'il avait donné à l'un d'eux un sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture, avec du verre pilé en ingrédients secrets. Mais ce vendredi soir, à mon grand effroi, j'ai appris que la nouvelle cible de Trent, c'était ma famille. Comme je l'ai dit, Stevie a mentionné que Trent était furieux quand il avait entendu qu'on avait emménagé, et il l'avait entendu dire qu'il allait brûler notre maison. Jenny, Joy et les autres gamins m'ont assuré que Trent disait ce genre de choses tout le temps, contre à peu près tout le monde, mais qu'il ne passait presque jamais à l'acte. J'aurais aimé que ça me rassure, mais si Trent n'était vraiment que de la gueule, comment avait-il gagné une réputation aussi terrible? Ce soir-là, après être rentré des terrains de basket, j'ai raconté à maman ce que j'avais entendu sur ce Trent Baxter qui menaçait de brûler notre maison. Elle aussi avait entendu des histoires sur les Baxter de la part des voisins qui étaient passés. Des trucs assez effrayants. Mais elle savait que les gens d'Est-Corinthe étaient pour la plupart des gens bien, simples et terre-à-terre, qui ne laisseraient pas les Baxter terroriser qui que ce soit, encore moins les nouveaux arrivants. Et ça, c'était bien plus rassurant que tout ce que les gamins des terrains de jeu avaient pu me dire. J'appréciais vraiment qu'il soit si prévenant, mais rien ne sonne plus vrai que quand ça vient de sa propre mère, pas vrai? Je me suis dit que toute cette histoire avec Trent Baxter était peut-être juste une tempête dans un verre d'eau, comme on dit. Mais encore une fois, je me trompais. Une nuit, environ une semaine après notre arrivée, je me suis réveillé au milieu de la nuit à cause d'un gros bruit sourd venant du rez-de-chaussée. Mon père a attrapé son arme dans le placard et descendu voir ce qui se passait, et est entré dans le salon pour découvrir qu'on avait lancé une brique à travers la fenêtre. Attachée à la brique, il y avait une note qui disait simplement « Dégagez ». C'était tout. Papa a signalé l'incident au shérif du comté le lendemain. Un adjoint est venu, un gars qui avait grandi juste au nord de la ville. L'adjoint Daniels a dit qu'il connaissait bien les Baxter et qu'il essaierait de savoir où était Trent la veille au soir, mais qu'il ne faudrait pas s'attendre à ce que ce soit facile. Comme je l'avais déjà entendu, le père de Trent était en prison et ne rentrerait pas de sitôt. Sa mère, d'après l'adjoint, n'était pas tant une ivrogne casanière qu'une errante. Elle disparaissait des jours entiers, et quand on la croisait, il n'y avait aucune garantie qu'elle se souvienne de la conversation le lendemain. Apparemment, Trent s'enfuyait souvent dormir dans les bois quand il avait des ennuis, et sa mère s'intéressait plus à chasser les bouteilles et les copains qu'à son propre fils. Le retrouver serait bien plus facile à dire qu'à faire. Et même s'il le retrouvait, l'adjoint Daniels ne pourrait rien faire sans preuve concrète que c'était Trent qui avait lancé la brique. La seule bonne nouvelle, c'était qu'il était peu probable que Trent ne recommence la même chose 2 fois. C'était un gamin impulsif et rancunier, pas méthodique, et si on tenait bon un peu, il finirait par se lasser de nous et passer à autre chose, a-t-il dit. Je me souviens d'avoir regardé les ouvriers poser une nouvelle fenêtre pendant que papa parlait de mal inévitable. Il y a toujours des mauvaises personnes partout où on va, disait-il. Mais ici, il n'y en avait qu'une ou deux,
pas des milliers comme à Providence. Maman était d'accord. Elle disait que Trent Baxter avait juste besoin d'un bon coup de semonce pour comprendre qu'on ne rigolait pas avec nous, et ensuite il nous laisserait tranquilles. Papa est resté éveillé tard plusieurs nuits, assis dans le noir dans le salon, à regarder par les fenêtres neuves vers la rue. Il n'avait pas son arme avec lui. Il voulait juste surprendre Trent sur le fait et lui faire un peu peur. Mais Daniels avait raison. Trent n'est pas venu. À l'école, Joy m'a dit qu'elle et Jenny avaient entendu pour la fenêtre cassée et qu'elles étaient vraiment désolées qu'il nous ait pris pour cible. C'était réconfortant d'avoir des gens si gentils et solidaires autour de nous. Ça rendait les choses plus supportables. Joy disait la même chose que l'adjoint. Si Trent sentait qu'il était le principal suspect, il disparaîtrait probablement quelques jours et on pourrait vivre tranquille. Et elle avait raison, en partie, parce que les jours et les nuits suivants sont passés sans incident. On a remplacé la fenêtre. Papa a arrêté de veiller tard dans le salon sombre. Et pendant au moins une semaine, on a cru que Trent avait laissé tomber. Mais ensuite vient l'histoire des oiseaux. Un matin, en s'apercevant qu'on n'avait plus de lait, papa a décidé d'aller à pied jusqu'à l'épicerie pour en acheter. Il a fait un pas dehors et s'est figé. Il avait une Cadillac Fleetwood Brougham, une vraie beauté, mais le capot et le toit étaient couverts d'oiseaux morts éventrés. On aurait dit qu'on les avait vidés sur place. Les entrailles étaient étalées à côté, sorties par des incisions pratiquées sur leur corps. On leur avait aussi coupé la tête, et au début, on ne les trouvait nulle part. Papa regardait la voiture couverte de cadavres, est rentré, et a appelé le shérif du comté. Il a passé l'heure suivante à se débarrasser des oiseaux sans tête, et à laver sa Cadillac jusqu'à ce qu'elle soit nickel. Une fois fini, et parce qu'il avait perdu une bonne partie de sa matinée à nettoyer et à parler aux policiers, papa a décidé de prendre finalement la voiture pour aller à l'épicerie, pour gagner du temps. Il s'est installé au volant, a mis la clé, mais quand il a tourné, rien. Juste un tout sautement étouffé du moteur. Il a froncé les sourcils, vérifié le starter, réessayé. Au lieu de démarrer normalement, il y a eu un sifflement aigu bizarre à l'arrière, comme de l'air qui s'échappe d'un ballon. Il a commencé à paniquer quand une série de chocs sourds a retenti en dessous. Puis il y a eu une énorme explosion venant du pot d'échappement. Papa a bondi dehors et a couru à l'arrière. Du sang goûtait du tuyau. Et éparpillé par terre, derrière, il y avait toutes les petites têtes des oiseaux morts. Cet après-midi-là, l'adjoint Daniels était de retour dans notre cuisine, à discuter avec maman et papa autour d'un café. Il a recommandé à papa de garer sa voiture dans le garage désormais, et que quand il coincerait Trent Baxter, il l'arrêterait pour cruauté envers les animaux. Une brique, c'est une brique, mais martyriser des animaux comme ça, c'était exactement le genre de comportement qu'on attendait de Trent, le troll, comme certains gamins l'appelaient. Il se planquait probablement, surtout après l'histoire des oiseaux. Il était aussi très probable que Trent soit furieux qu'on ait osé appeler le shérif, et qu'il voulait nous faire passer un dernier « allez vous faire foutre » avant de lâcher l'affaire pour de bon. Du moins, c'est ce que maman et papa ont choisi de croire. Mais ce n'était qu'un vœu naïf. Environ 2 semaines ont passé, et on a de nouveau cru qu'on était tranquille quand, un matin vers 8 heures, quelqu'un a tambouriné à notre porte. Papa est descendu en pantoufles pour voir qui c'était et a trouvé le facteur blanc comme un linge, pointant du doigt quelque chose sur le perron. C'était un bidon d'essence en plastique avec une boîte d'allumettes, et le bidon contenait vraiment de l'essence. C'était Trent. Il nous laissait un message clair. Partez parce que la prochaine fois je passe à l'acte. L'apparition de ce bidon marquait la 3e visite de l'adjoint Daniels chez nous. Mais cette fois,
maman et papa n'étaient plus patients et compréhensifs. Je me souviens parfaitement de mon père lui disant de faire son putain de boulot, et que s'il n'arrivait pas à retrouver un délinquant juvénile comme Trent Baxter, il s'était trompé de métier. À son honneur, l'adjoint Daniels a encaissé sans broncher. Il comprenait la frustration, disait-il, mais c'était quelque chose que la plupart des gens d'ici avaient ressenti à un moment ou à un autre. Trent et sa famille étaient un nuage noir qui planait sur la ville. Et comme tous les nuages noirs qui passent au-dessus du Maine, et il y en a beaucoup, on apprenait à vivre avec. Le bon côté, c'était que Trent n'avait jamais brûlé quoi que ce soit avant, du moins rien d'aussi gros qu'une maison. Mais comme vous pouvez l'imaginer, ça ne rassurait pas du tout mon père. Les adjoints et les voisins pouvaient être aussi solidaires qu'ils voulaient, et c'était très apprécié. Mais ils ne pouvaient pas nous surveiller tout le temps, et la nuit semblait appartenir à Trent. Quand le bidon d'essence et les allumettes sont apparus sur le perron et que papa hurlait au visage de l'adjoint Daniels, je commençais à être vraiment bouleversé par toute cette histoire. Après un mois là-bas, j'aimais vraiment vivre à East Corinth. J'aimais mes nouveaux amis. J'aimais l'idée de commencer le lycée là aussi. Alors l'idée qu'un psychopathe obsédé par le feu et tueur d'oiseaux allait tout gâcher, disons que ça commençait à peser lourd. Surtout le jour où j'ai appris que Trent voulait me cibler moi, spécifiquement. C'était un vendredi à l'heure du déjeuner. J'étais en train de me prendre à manger à la cantine de l'école quand Stevie, celui des appartements d'en face, s'est assise à côté de moi avec Joy. J'ai tout de suite vu qu'il avait quelque chose à dire, et quand il l'a dit, j'ai senti mon appétit disparaître et une vague de peur m'envahir. Stevie racontait qu'il roulait à vélo près des appartements quand Trent Baxter est sorti des buissons en lui criant d'arrêter. Stevie savait qu'il pouvait le distancer s'il le fallait, alors il s'est arrêté et lui a demandé ce qu'il voulait. Trent lui a demandé s'il était copain avec la nouvelle, c'est-à-dire moi. Quand Stevie a dit oui, Trent lui a répondu que la nouvelle était morte. Puisque nous n'avions pas compris le message sur le fait de quitter la ville, Trent allait devoir monter d'un cran. Et monter d'un cran signifiait s'en prendre à moi. J'étais terrifié. La seule chose qui m'a empêché de paniquer complètement, c'était les assurances de Joy et Stevie. Ils m'ont promis que si je venais traîner avec eux ce soir après l'école, ils feraient tout pour me protéger de Trent. Les tyrans comme lui ne réussissaient leurs méfaits que s'ils parvenaient à isoler quelqu'un. Avec des gens autour, ils n'y arriveraient pas. Si je restais avec eux, Trent ne pourrait pas me toucher et j'irais bien. Ce que j'ai ressenti à la cantine ce jour-là est l'un des moments les plus doux amers de toute ma vie. Je ne pense pas avoir jamais eu aussi peur de quelqu'un, mais je n'avais jamais non plus connu une telle gentillesse et acceptation. J'étais si reconnaissante que je retenais mes larmes quand j'ai serré Joy dans mes bras et remercié sa sœur et elle pour tout ce qu'elles avaient fait pour moi. M'accueillir, me présenter à leur groupe d'amis et surtout me protéger du psychopathe local. En rentrant de l'école cet après-midi-là, j'ai tout raconté à maman, ce que Stevie et Joy m'avaient dit à la cantine. Elle m'a dit que j'avais vraiment de la chance d'avoir de si gentils nouveaux amis, mais que si je voyais Trent à un moment ou à un autre ce soir, je devais rentrer immédiatement pour qu'elle et papa appellent le shérif. Elle n'avait aucun doute que mes nouveaux amis garderaient un œil sur lui. Elle pensait même qu'ils essaieraient de me défendre si besoin. Mais le plus important, au moindre problème, je devais partir, même m'enfuir, pour éviter les ennuis avant qu'ils ne commencent. Je me souviens avoir suggéré que si un adjoint ou le conseiller municipal voyait Trent faire quelque chose de violent, il pourrait enfin agir au lieu de tourner autour du pot et le laisser faire n'importe quoi. Oui, je pourrais finir avec quelques bleus et un œil au beurre noir, mais si c'était le prix à payer pour se débarrasser de Trent, peut-être que ça en valait la peine. Maman m'a répondu avec un non très ferme et m'a expliqué que la violence dans les films était très différente de la vraie vie. Au cinéma, on ressort d'une bagarre avec une lèvre fendue et une belle histoire. Dans la réalité,
Un seul coup pouvait mettre quelqu'un au tapis et l'autre en prison pour le reste de ses jours. Maman voulait voir ce gamin Baxter puni comme tout le monde en ville, mais pas au prix de la vie de sa fille unique, évidemment. En fin d'après-midi, vers 17h30, Ginny et Joy sont passés à la maison et on est descendus au terrain de basket pour traîner encore dans le coin. Tous les gamins habituels étaient là, soit à jouer au ballon, soit à faire du vélo autour des terrains. J'étais un peu tendu au début, mais j'ai vite commencé à me détendre en retrouvant la routine habituelle. Peut-être 1 heure après, je m'amusais vraiment et j'avais complètement oublié l'histoire de Trent quand Stevie arriva à vélo à travers les champs, venant des bois, en criant « Trent arrive! Trent arrive !» Tout le monde a paniqué 1 seconde parce qu'un gamin plus grand, Ryan, a commencé à hurler qu'il en avait marre de fuir et qu'on devrait se battre pour une fois au lieu d'aller chercher les adultes. Je n'aimais pas du tout ça, pas après ce que maman m'avait dit sur la violence qu'il fallait éviter. Mais la plupart des autres gamins, au lieu de partir, ont adhéré à ce que disait Ryan et crié des trucs du genre « Ouais, on va lui régler son compte !» Je n'en revenais pas. On aurait vraiment dit une scène tirée d'un film. À côté de moi, Ginny et Joy disaient toutes les deux « Allez, viens, on va s'assurer qu'il te laisse tranquille. » C'était bizarre, mais j'ai repensé à la fenêtre cassée, aux oiseaux, au bidon d'essence. Et j'ai eu un coup de colère. J'aimais ma nouvelle maison, et je n'allais pas laisser un salaud tout gâcher. Ryan et les autres gamins ont traversé le champ en courant, en criant qu'ils allaient botter le cul de Trent Baxter. C'était la chose la plus courageuse que j'avais jamais vue. En les regardant, je me suis levé et j'ai dit à Ginny et Joy « Ok, on y va ». Elles souriaient et applaudissaient. Puis, après m'avoir suivi jusqu'au champ, on a couru pour rattraper les autres. Quand on est arrivés à la lisière des arbres, on s'est un peu déployés et on a commencé à chercher ce Trent partout. On s'enfonçait de plus en plus dans les bois, le soleil couchant devant nous. Mais comme on était ensemble, on n'avait pas vraiment peur. Je me souviens m'être arrêté un moment et avoir regardé autour. Si Trent Baxter avait été dans ces bois, il n'y était plus. Je me suis tourné vers Jenny, la grande sœur de Joy, et j'ai dit un truc du genre « On dirait qu'il est parti ». Mais la façon dont elle me regardait était mauvaise. Très mauvaise. Je la connaissais depuis quelques semaines seulement, mais je ne lui avais jamais vu ce visage-là. Et ce n'était pas seulement elle qui me fixait avec froideur. C'était tout le monde. Je me suis retourné sur place et j'ai réalisé qu'ils avançaient tous vers moi. Et juste derrière, j'ai entendu Jenny dire « C'est là que tu te trompes. Trent Baxter est juste ici. » Je me suis retourné juste à temps pour que Jenny me pousse en arrière dans la terre en criant « Ici ». Je suis tombé sur les fesses, mais la douleur de la trahison éclipsait tout le reste. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait, mais elle n'a pas répondu. Puis j'ai entendu quelqu'un hurler quelque chose d'horrible sur moi à ma droite, avant qu'on me donne un coup de pied dans la tête. Je suis tombé immédiatement, les mains sur le crâne. Et là, tout le monde s'est jeté sur moi et a commencé à me donner des coups de pied. « Trent Baxter est juste ici !» a répété quelqu'un. Les autres riaient, mais ils n'arrêtaient pas de frapper. Je ne pouvais que rester là, protéger ma tête pendant que leurs baskets et chaussures s'écrasaient sur mes bras, mes côtes, mon dos, mes fesses. J'encaissais tout jusqu'à ce que quelqu'un essaye d'écraser ma tête. C'est là que j'ai compris que je devais bouger. J'ai senti que si je restais immobile, il me tuerait. Je suis arrivé à genoux avant qu'on me repousse. Les coups de pied, de poing et de talons ont continué 1 minute jusqu'à ce que je me jette en avant et me relève. Cette fois, j'ai pu courir. Ils ont essayé de me faire trébucher, mais ça n'a pas marché, et j'ai sprinté pour de bon. Les gamins m'ont couru après. Je me souviens avoir regardé par-dessus mon épaule, les avoir vus, puis sentir l'adrénaline me porter. J'ai couru, jusqu'à ma rue avant de réaliser qu'on ne me suivait plus.
J'ai regardé en arrière encore une fois et je me suis demandé où sont Jenny et Joy. Elles habitaient juste en face. Où qu'elles soient allées, elles n'étaient pas rentrées chez elles. Mais en approchant de la maison, j'ai vu du monde rassemblé dehors. Et quand j'ai vu qui c'était, mon cœur s'est serré. C'était maman, une des dames d'en face, et Jenny et Joy. J'étais encore en état de choc. Quand maman a couru vers moi pour m'emmener à l'intérieur, je n'ai rien dit. Je voulais juste enlever le sang, la terre de ma bouche, et ne plus regarder Jenny ou Joy une seconde de plus. Puis, quand maman m'a fait m'asseoir et a sorti les pansements et les lingettes antiseptiques, elle n'arrêtait pas de répéter. « Trent Baxter va payer pour ça, ma chérie, tu vas voir. Les seuls qui vont déménager de cette ville, ce sont lui et sa mère quand on les embarquera en prison. » Je ne savais pas comment lui dire, sur le coup. Je n'ai même pas pleuré au début. Je suis resté assise en silence pendant qu'elle nettoyait le sang sur mon visage et mes mains, presque comme le calme avant la tempête. J'étais en état de choc. Quelques heures plus tard, après avoir enfin pleuré toutes les larmes de mon corps et pris un long bain chaud, je suis entré dans le salon et je lui ai dit cash. « Maman, ce n'est pas Trent Baxter qui m'a tabassé, c'était les gamins du terrain de basket. Tous. » Elle était abasourdie. Et si vous n'aviez pas déjà deviné, Jenny et Joy avaient couru en amont pour raconter à tout le monde que c'était Trent Baxter qui m'avait tendu une embuscade après que j'étais entré dans les bois. Alors m'entendre dire autre chose, et en plus qu'il n'y avait peut-être même pas de Trent Baxter, a été évidemment un choc pour elle. Elle a d'abord nié en bloc. Elle parlait de comment nos voisins avaient mentionné les Baxter plus d'une fois, de la gentillesse de tout le monde. Ce n'était pas possible qu'une bande de gamins soit mêlée à une blague cruelle avec toute la ville. Ce n'est que quand papa a appelé le shérif du comté et a demandé à lui parler directement que lui aussi a compris qu'il se passait quelque chose. Le shérif a fait vérifier des dossiers. Il n'y avait pas eu de famille Baxter à East Corinth depuis 1934. Papa a alors passé un savon à l'adjoint Daniels et a comment un de ses agents lui avait menti au nez et à la barbe sur le fait d'avoir rencontré Trent Baxter et sa mère. Quand on l'a confronté sur le sujet, Daniels a joué les imbéciles et dit qu'il essayait juste de rassurer les nouveaux arrivants en leur faisant croire qu'il pouvait les protéger. Le shérif s'est excusé pour l'attitude de son adjoint, disant qu'il était jeune, bête et trop zélé, cherchant à impressionner. Mais papa n'y a pas cru, et lui aussi a commencé à réaliser la même chose que moi. Il n'y avait pas de Baxter dans ses appartements. Les gens de la ville les avaient totalement inventés. Il a fallu quelques jours d'enquête discrète avant que papa nous fasse repartir pour Providence. Il voulait être sûr avant de nous faire plier bagages. Mais quand il a été certain, après avoir roulé jusqu'à ce fameux endroit des appartements de Manor Road pour poser des questions et confirmer que les Baxter étaient bien une invention de toute pièce, on a dégagé de cette ville sans se retourner. Papa a essayé d'en parler au shérif, d'expliquer que les habitants d'East Corinth avaient inventé les Baxter pour se terroriser mutuellement et effrayer les nouveaux venus. Mais plus il parlait, plus le shérif le regardait comme s'il était fou. Le shérif disait qu'il avait parlé aux gens de la ville, au maire, au conseiller municipal, et pas une seule personne n'avait mentionné une famille Baxter. C'était dommage ce qui arrivait à cette nouvelle famille, disait-il, mais autant qu'il voulait aider, il n'y avait rien à faire. Quand papa a réalisé à quel point les habitants étaient prêts à nous berner, il a décidé d'arrêter les frais et de nous mettre en sécurité le plus vite possible. On est retournés à Providence, on s'est installés à l'hôtel, puis dans un appartement le temps que papa trouve un logement plus permanent. On parle rarement d'East Corinth, mais c'était toujours là, quelque part dans un coin de notre tête. Je suppose que personne ne voulait se rappeler ou nous rappeler cette période de notre vie, mais elle avait malheureusement existé. Et de temps en temps, je repensais à cet endroit et à pourquoi les gens avaient agi comme ça. Je suppose que l'idée de la famille Baxter servait d'abord à blâmer tous leurs problèmes sur un croque-mitaine. Puis, avec le temps, les Baxter sont devenus un outil pour résoudre leurs problèmes.
en particulier celui de nouveaux arrivants et comment les garder définitivement hors de leur ville. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Donnez-moi votre avis en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, devenez un fidèle et abonnez-vous pour ne rater aucun futur épisode. Un grand merci aux contributeurs Tipeee qui soutiennent la chaîne. Leur générosité est énormément appréciée. N'hésitez pas à m'aider vous aussi si vous le pouvez, lien en description. Si vous avez des histoires personnelles à raconter, n'hésitez pas à tester votre plume et m'envoyer par mail vos écrits. De même, s'il y a des histoires particulières que vous aimeriez m'entendre lire, faites-moi en part plus bas. Et je vous dis à bientôt pour d'autres frissons et histoires d'horreur en ma compagnie. Biou.